peu d'eau. Ah putain. Et pourquoi il fait aussi chaud? On est en septembre, putain! Bon, sinon, de quoi je pourrais parler? Mais quelle est cette étrange partition mélodique venue tout droit des années 60, me dit-on? Oh oui, on va parler super-héros. Et même si j'ai par le passé fait des petites piques aux films de super-héros, ne croyez pas que je n'aime pas ça. Moi aussi, j'ai été jeune et eu une grosse période où les seuls films que je regardais, c'était des mecs en collant qui se battent pour le bien. Et puis, j'ai atteint la puberté, je crois. Et donc, Batman, le super-héros préféré de beaucoup de monde. Et c'est vrai qu'à le regarder comme ça, il a sacrément la classe. Un super-héros sombre, gothique, qui n'a pas peur de porter ses grosses battes couilles pour niquer des super méchants avec des pouvoirs de ouf, alors que lui... bah, est juste pété de thunes. Bon, je préfère éviter de parler des séries des années 60 parce que... Ah mes compagnons, c'est le plus beau jour de ma vie. J'en ai le cœur qui éclate. Désolé de vous troubler en un pareil moment, Joker. Mais nous devons nous aussi penser à notre collection. Ôtez-les de ma vie. Ben, qui regarde ça en 2023? J'ai préféré le premier vrai film Batman de Tim Burton. Batman est un film américano-britannique réalisé par Tim Burton en 1989. Après les adaptations réussies de Superman, notamment le premier film qui a rapporté à lui seul 300 millions de dollars, Warner décide d'adapter un nouveau super-héros dont ils détiennent les droits, à savoir Batman, mais auquel ils souhaitaient inculquer un nouveau souffle car les précédentes adaptations du Chevalier Noir, comme on l'a vu plus tôt, étaient un peu trop focalisées sur faire rire la galerie. Alors que, merde quoi, c'est le Chevalier Noir putain, d'autant plus que les premiers comics Batman avaient trouvé leur public justement parce qu'il avait un ton sombre et noir. Carrément, il shootait des mecs avec un avion et en a même pendu un par le cou. Et ça plaisait parce que justement ça changeait de l'autre super-héros de l'époque de la même maison d'édition, Superman. Donc pour cela, qui de mieux que Tim Burton, jeune réalisateur ayant percé un peu avant avec le film Beetlejuice, lui qui arrivait justement à se démarquer avec un style gothique qui allait parfaitement avec les besoins des producteurs pour faire un film Batman plus proche de ce qu'il est dans les comics à la base. Mais pour pouvoir en parler et qu'il soit bien frais dans nos esprits, passons au film. Bon, déjà le film commence par l'excellente composition de Danny Elfman, aujourd'hui culte bien évidemment, ce qui donne d'entrée une très bonne ambiance au film. Le film se déroule dans la ville fictive de Gotham City qui, bien que normale, est en réalité assez mal famée, mais dans laquelle circule une légende servant à faire peur aux criminels. Batman, un super-héros masqué qui utilise des gadgets pour combattre les bandits et leur faire craindre son nom, et attention scène culte. Qui es-tu? Je suis Batman. On découvre ensuite Jack Napier, joué par le grand Jack Nicholson, déjà icône du cinéma depuis les années 70, qui a une très belle femme d'ailleurs, le bâtard. Quoi? Ah non, en fait c'est un mafieux, homme de main du chef de la pègre de Gotham, qui est l'amant de sa femme en réalité. Bref, pas vraiment quelqu'un de confiance quoi. Pendant ce temps, la police doit gérer la nouvelle présence de Batman qui commence à s'ébruiter dans la ville, ce qui intéresse très fortement mon personnage préféré, Alexander Knox. Si vous avez un bel accent anglais comme moi et pas un accent français tout pourri qui le ferait prononcer Knox. Journaliste joué par Robert Wool et doublé en français par le mec qui fait la voix d'Homer Simpson. On dit que le commissaire a même ouvert une enquête, c'est vrai ça? Ouh, la bonne gogo, frère mère. Sans déconner. Il rentre ensuite à son bureau où tout le monde se fout de sa gueule parce qu'il enquête sur Batman, mais où il rencontre... Champions League Vicky Vale, qui a chopé des invitations pour la réception d'un certain Bruce Wayne, où elle s'y rend en robe de mariée d'ailleurs, où elle tombe sur Julian Lepers ou Michael Keaton comme vous préférez, avant de découvrir qu'il s'agit en réalité de Bruce Wayne dans une scène assez gênante, mais qui en dit long sur sa personnalité. Il collectionne tout ce bazar? C'est comme ça qu'il drague les filles. Elle l'aime pour ses balles de charité, ses bijoux de famille. Oui, sans oublier son énorme compte en banque. Oh, et ce machin là, d'où ça sort? Alors là, aucune idée. C'est japonais. Comment vous le savez? Bruce Wayne. Jack, quant à lui, part cambrioler une usine chimique à la con, commence une baston avec les flics qui sent bien les années 80, avec des dialogues bien ridicules, mais Batman arrive encore une fois de manière très stylée. Il course Jack qui lui tue un policier complice de la pègre, tente de tuer Batman, se prend sa propre balle, puis Batman le laisse tomber dans une cuve de produits chimiques, parce que bon, il a pas vraiment mis d'envie pour le faire remonter là. Puis repart avec encore une fois sacrément la classe. Alexander et Vicky se remettent à bosser sur Batman, et alors qu'Alex passe à l'action, malheureusement... D'abord, je t'invite à dîner et après on fait un tour dans le coin. Alors là, pas question, j'ai un rendez-vous avec Bruce Wayne. Eh bien oui Alex, hélas tu n'as pas... Son énorme compte en banque. Toutes les mêmes de toute façon. Bref, beaucoup de malaise durant leur repas qui finit dans la cuisine, puis dans le lit de Bruce Wayne parce que... La Gola c'est peut-être une fille bien, mais on préfère les chouins. Mais contrairement à ce qu'on pensait, Jack n'est pas mort et rend visite à son patron qui l'a piégé avec le cambriolage en prévenant la police car il était en fait au courant de la liaison entre Jack et sa femme trop bonne. Ce qui l'a un peu foutu en rogne et un peu changé aussi. Il tue donc son patron et devient le nouveau chef de la pègre de Gotham et commence les négociations. Ah, cet Antoine, il fume dès qu'on l'asticote. Vicky, elle, arrête de bosser pour suivre Bruce qui se rend dans une mystérieuse rue avec des fleurs, puis à l'hôtel de ville où se trouve le Joker venu régler son compte à un ancien collaborateur de Crimson. Ça part en fusillade, puis le Joker s'enfuit. Qui c'est ce tocard?
C'est Nox. Cravate de Pecno, aucune classe. Oh le bâtard. Le Joker se tape ensuite une énorme gaule en voyant la photo de Vicky et décide de passer à l'attaque, mais avant ça, il lance son plan consistant à propager un gaz hilarant qui provoque un fou rire incontrôlé qui finit par tuer les gens avec un grand sourire. Mais ce trou de balle l'annonce à la télé, rendant donc plus facile l'identification de son gaz par d'éventuels scientifiques, comme un certain Bruce Wayne à qui il n'a pas fallu longtemps pour comprendre le plan du Joker. Enfin visiblement suffisamment de temps pour poser un énorme lapin à sa chouin Vicky. En même temps, c'est totalement mérité. Mais alors qu'elle attend, le Joker se ramène sur une musique de Prince et se tape l'incruste à la table de Vicky. J'ai pris rendez-vous avec quelqu'un qui veut voir mon travail. De la merde. De la merde. De la merde. De la merde. De la merde, de la merde. Oh, ça oui, c'est du bon travail. Bref, le Joker lui fait comprendre qu'il veut la baiser. Elle, pas chaude étant donné que le Joker a moins d'argent que Bruce Wayne, se défend comme elle peut. Je fonds. Je fonds. Au secours, je fonds. Mais cours putain, il veut t'agresser, qu'est-ce qu'on s'en fout qu'il agonise? Mais heureusement, Batman arrive, la sort de là et s'enfuit. Montez dans la voiture. Laquelle? Ah, elle vient de tomber amoureuse de toi, mec. Il s'enfuit donc. Batman affronte ensuite les sbires du Joker qui, bien évidemment, arrivent tous un par un avec des techniques de combat, disons... très cliché. Une fois ça fait, Batman ramène Vicky à la Batcave, lui donne le moyen de déjouer le plan du Joker avec son gaz hilarant qu'il a trouvé en 10 minutes chrono en main, montrant bien l'incompétence de ce dernier pour faire des plans maléfiques, puis la ramène chez elle. Il m'a pris le rouleau de photos. Très ingrate putain. Bruce sera ensuite chez Vicky pour lui dire qu'il est Batman. Je suis venu te voir pour mettre au point de... Non mais enfin, pour qui tu te prends? Bah oui, elle a trouvé beaucoup mieux. T'as une bagnole du futur toi. Mais le Joker arrive pour interrompre la discussion et conclure avec Vicky. Comme il y avait Wayne sur le chemin, il lui tire dessus et s'en va en lui faisant de la poésie et lui offrant un cadeau empli de mélodies. Finalement, le seul qui bosse, c'est ce goat d'Alex qui découvre que les parents de Bruce ont été assassinés lorsqu'il était petit. Pendant ce temps, le Joker interrompt une seconde fois le signal de la télévision, montrant que les systèmes télévisuels de Gotham sont très peu armés contre le piratage, et invite Batman à le rejoindre dans un ultime affrontement au festival de Gotham. Bruce, quant à lui, se remémore la nuit où ses parents sont morts, comprend grâce à une phrase écho du Joker que c'est lui qui a tué ses parents. Heureusement, parce que le mec du flashback n'a pas du tout les mêmes yeux que Nicholson. Et qu'Alfred est le plus gros traître qu'il soit vu qu'il amène Vicky directement dans la Batcave, forçant Bruce à lui révéler qu'il est Batman depuis le début. Alors qu'il connaît toute l'histoire de Bruce depuis le début, on appelle ça une salope les enfants. Vicky elle essaye de faire genre qu'elle est déçue qu'il ne lui ait pas dit plus tôt, etc. Mais on sait tous clairement qu'elle est juste trop heureuse que Batman et Bruce soient la même personne pour ne pas avoir à choisir entre deux mecs pétés de thunes. Bruce part ensuite faire péter l'usine du Joker, mais il arrive en retard vu que le Joker est déjà au festival avec encore une musique de Prince, putain. Le Joker met donc son plan en marche et relâche des gaz hilarants de ses ballons gonflables. Alex porte alors ses couilles et essaye de faire fuir les sbires du Joker. Bon, j'avoue, c'est plutôt il a apporté quoi, mais bon, c'est pas grave parce que Batman arrive. Pourquoi personne ne respecte ce pauvre Alex? Mais Batman arrive à sauver tout le monde en coupant les ballons du Joker qui ne va pas trop apprécier et fumer son bras droit qui lui est fidèle depuis le début. Puis on a droit à ce plan qui est clairement pour les caméras mais c'est pas grave parce qu'il est beaucoup trop classe. Mais le Joker abat le Batjet et capture Vicky et l'amène dans une église où Batman les poursuit. Batman affronte ensuite les sbires du Joker qui utilisent la même technique de combat que la dernière fois, ayant fait ses preuves, chacun à la suite au lieu de tous en même temps. Pendant que le Joker, lui, danse avec et prank Vicky. Allez, salut Ray Charles. Et après un passage que personne ayant passé la puberté ne peut regarder innocemment, Batman met enfin la main sur le Joker, commence à lui botter le cul. Je t'ai fait, mais toi tu m'as fait le premier. Hé Batman, moi j'étais un môme quand j'ai tué tes parents. Quand je te dis que tu m'as fait, toi tu me réponds que je t'ai fait le premier. Mais ça va durer encore longtemps ces enfantillages, hein. Tu frapperais pas un type avec des lunettes quand même, hein. Bon allez, celle-là elle était marrante. Mais finalement, Batman et Vicky se retrouvent suspendus dans le vide. D'ailleurs, Vicky est assez conne pour penser que dans cette situation, le Joker va l'aider. Mais grâce au bat de grappin, Batman accroche le Joker à une statue de l'église et avec le poids, le Joker tombe dans le vide et meurt. Pour finir, Vicky met une friendzone à ce pauvre Alex, montrant ainsi la morale du film. Gentil, trop con. Avec les filles, faut se faire désirer. Et on termine avec un attention scène culte. Il nous a donné un signal.
Et là, explosion. La Batmania est lancée. Tout le monde parle de Batman, des millions de fans apparaissent à travers le monde. Le film a clairement marqué une génération, à tel point que c'est la guerre entre les fans de Batman pour savoir quelle est la meilleure version. Et ce choix est souvent fait en fonction de la génération dans laquelle on a grandi. Personnellement, je n'étais pas né quand le film est sorti. Je n'ai donc pas d'attache particulière avec. Je vais donc le juger seulement en tant que film, et c'est en réalité la meilleure chose à faire quand on parle d'un film, que le ressenti ne rentre pas en compte dans l'analyse. Alors, comment ce film a-t-il pu marquer à ce point les esprits? Eh bien, c'est en réalité du fait de plusieurs éléments. Déjà, son réalisateur. Tim Burton est l'un des réalisateurs les plus connus de sa génération. Non pas parce que c'est celui que les gens aiment le plus, connaissent le plus, mais simplement parce qu'il a un style très reconnaissable. Sans même lire la fiche technique, on peut deviner quel film parmi une sélection de films pris au hasard est réalisé par Tim Burton. Ce style gothique où l'image a une place centrale dans le récit, certains plans sont purement iconographiques, à tel point qu'en repensant à un film de Burton, on a plus en tête des images que l'histoire. Et l'écriture des personnages est également très singulière, on a souvent droit à des personnages nuancés, contrastés, des êtres torturés ou complètement perdus. Un personnage de Burton est rarement manichéen, ni blanc ni noir, il est une nuance de gris en fonction du ton qu'il veut donner au film. Et le style Burton se ressent clairement dans Batman. Déjà par l'esthétique du film, encore une fois, Burton amène une ambiance très gothique et sombre, c'est pour nous montrer que Gotham est une ville malfamée où les criminels sévissent, et ce qui marche encore plus, c'est que même le super-héros symbole de justice dans cette ville a un style gothique. Il est tout en noir alors que dans les précédentes versions ou même dans les comics, Batman ne l'est pas forcément. Il n'est pas un homme de l'ombre qui se perd dans l'obscurité de la nuit comme chez Burton. En soi, le film a une ambiance très à lui, sombre, sinistre, inquiétante, un endroit où on n'a pas vraiment envie d'habiter. Un endroit où la police est parfois corrompue et où la mafia règne. Et si c'est marquant, c'est que le film est un film de super-héros. C'est pas censé être un film noir ou dystopique. Normalement, dans les films de super-héros de l'époque, le héros doit sauver le monde de personnes qui veulent le rendre plus sombre. Ici, c'est l'inverse. C'est Batman qui affronte le monde sombre dans lequel il vit pour le changer, et cette écriture prend encore plus d'effet avec la mise en scène iconique de Burton. Un autre bon point, c'est l'utilisation du super-héros. Le film est éponyme, il porte le nom de son personnage principal. C'est un indicateur clair pour dire qu'il sera le centre du film. Mais est-ce vraiment le cas? Un choix que le film fait est de ne pas utiliser la trame classique de l'origin story du super-héros avec intro, tragédie, début de carrière super-héroïque. On apprend que dans le deuxième tiers du film que les parents de Bruce Wayne ont été assassinés. Même que Bruce Wayne est Batman, on ne l'apprend que vers le milieu du film. Bon, certes, tout le monde le savait avant le début du film, tant Batman est connu, mais bon. Le film montre que Batman n'est pas un super-héros comme les autres. Il ne veut pas être un symbole de bonté et d'espoir pour les gens, mais de crainte et de peur pour les criminels. Ce n'est pas un super-héros, c'est une icône. C'est aussi pour ça qu'on ne voit jamais le visage de Bruce en costume, car le film crée une vraie dissociation entre les deux, comme s'il s'agissait de deux personnes différentes, comme si Batman était la face cachée de Bruce, et inversement. Quand l'un apparaît, l'autre disparaît. Mais pas totalement, car les deux sont reliés à un élément, la tragédie de la mort des parents de Bruce. C'est très Dr. Jekyll et Mr. Hyde dit comme ça, mais c'est vraiment cool. D'autant plus que Batman n'est pas du tout humanisé dans son costume. Il ne montre plus aucune émotion, c'est juste un monstre iconisé par Burton. Et pour cela, nous devons parler de l'excellente interprétation de Michael Keaton, qui avait été extrêmement critiqué quand on avait dit que c'était lui qui allait incarner la chauve-souris à l'époque. Et autant j'ai du mal avec lui quand il est en Bruce Wayne, je le trouve pas assez juste, mais quand il est Batman, c'est impressionnant. Il a la classe et le charisme. Il arrive à très bien changer sa voix quand il porte le costume, mais bien sûr, le plus gros point fort de Batman, c'est son méchant. Le Joker, méchant iconique de Batman, le plus connu et le plus sujet à débat quant à savoir quelle est sa meilleure interprétation. Ici, le personnage est joué par Jack Nicholson, et c'est déjà un bon point en soi, car qui de mieux pour jouer le Joker qu'un mec que tout le monde connaît pour être un acteur jouant des personnages complètement fêlés. Et ce, déjà en 1989. Le rôle du Joker lui va à merveille, c'est une évidence, et encore plus avec le style de Burton. Dans ce film, le Joker est juste un psychopathe, qui tue sans remords, et ce, bien avant de devenir le Joker. Limite, s'il avait survécu au braquage, qu'est-ce qui l'aurait empêché de quand même devenir le Joker? Rien, il n'aurait juste pas eu le même design. Dans ces films, l'antagoniste est juste le mal incarné. Il n'a pas une once de bonté, et ça en fait le némésis parfait de Batman, car il représente absolument tout ce qu'il combat. C'est pour des ennemis comme le Joker qu'il se bat, et qu'il est devenu un super-héros. Et c'est encore plus profond quand on découvre que c'est le Joker lui-même qui a descendu les parents de Bruce Wayne. Il est littéralement l'origine du combat de Batman. Mais des années après, c'est Batman qui devient l'origine du Joker. En l'arrêtant, Jack ne serait jamais devenu le Joker, et il aurait croupi en prison. Le Joker est le sens de la vie de Batman. Et inversement, parce que dans le film, le Joker comprend très vite que le Chevalier Noir se mettra toujours en travers de sa route. Et c'est donc pour ça qu'il décide de le défier et finit par mourir. C'est aussi pour ça que j'aime beaucoup la dernière scène du film, lorsque Batman donne son bat signal à la police pour qu'il l'appelle en cas de besoin. Et lui regarde ce signal en haut d'un immeuble. Pour moi, c'est la parfaite conclusion. Batman a réussi sa mission, protéger Gotham du mal, dont le Joker est clairement l'allégorie dans le film, et a compris que c'était le sens de sa vie qu'il ne trouvait pas précédemment dans le film, étant torturé par le souvenir de ses parents. Et tout cela est appuyé par la belle mise en scène de Burton, qui a créé une scène culte.
car tous les éléments marquants du film y sont représentés. Le message, l'iconisation, la mise en scène et la musique. Et pour finir, Alex est clairement mon personnage préféré et clairement le plus drôle du film. Et il mérite clairement mieux que cette pétasse de Vicky. Bon, en vrai, il y a quand même des trucs que je n'ai pas aimé dans le film. Déjà, je pense que je les ferai comprendre, mais je n'aime pas spécialement la relation entre Bruce et Vicky. Parce qu'en vrai, mes remarques sont complètement vraies, hein. Pour moi, elle ne penche pour Bruce seulement pour son... Un énorme compte en banque. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est elle. Hein. Et encore, si c'était un peu développé par la suite, pourquoi pas. Et ils essayent clairement, mais perso, je trouve pas ça réussi. J'ai juste eu du charisme dans la tête à chaque fois. Surtout que no homo, hein, mais Alex est beaucoup plus séduisant que Bruce dans le film. Ensuite, l'ambiance années 80. Autant je peux comprendre que ça puisse donner un style. La musique de Prince par exemple, je sais que beaucoup n'aiment pas, mais en vrai, moi j'ai plutôt apprécié justement parce que ça donne une ambiance années 80 que je trouve plaisant. Genre les scènes d'action du film, ok dans les années 90 tout le monde devait trouver ça stylé, mais de nos jours ça a bien vieilli. Et c'est plus ridicule qu'autre chose. Et on a beaucoup de personnages qui ne servent à rien, comme Gordon, Dent, Eckhart, le mafieux que le Joker tue avec une plume là, ou tous les mafieux du film en fait. Et je crois que je préfère un bon Rambo qui n'a que 3 personnages importants et qui assume en nous présentant presque aucun autre personnage plutôt que d'avoir plein de personnages qu'on oubliera dès le générique de fin lancé. Notre truc que je n'ai pas aimé, c'est que le Joker ne fait jamais galérer Batman dans ce film. Il menace sa chouin et c'est tout en fait. Mais sinon, le reste du temps, Batman en vient à bout assez rapidement et sans trop de peine. Et c'est dommage parce qu'on a vu que thématiquement c'était un bon antagoniste. Pour le personnage de Batman, il aurait fallu plus quand même. Pour finir, comme Batman, le film a réussi sa mission principale, offrir une nouvelle version de Batman pour l'époque qui allait marquer une génération et plus fidèle aux comics originaux de Batman. Plus sombre et sinistre avec des méchants vraiment cruels, et cela est en grande partie dû au travail de Burton sur le film. Son style colle vraiment parfaitement au ton du film. Voici pourquoi, selon moi, ce film est considéré par beaucoup comme le meilleur film Batman. Pour ce qui est de ce que je pense moi, et bien pour le savoir, abonnez-vous à la chaîne et laissez un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Venez me suivre sur Twitter et TikTok, c'était Tomix ou Tomixou, à bientôt sur cette chaîne ou ailleurs, la bise. Il faudrait tout de même pas me prendre pour une poire.